attendez, l'augmentation du coût du pétrole, c'est une manipulation du groupe Carlyle. C'est pour faire arriver le prix des matières premières à des étapes, comme des plateaux. Petit à petit, c'est monter le coût, faire monter le coût. Les États-Unis, à mon avis, ils ont deux leviers, enfin oui, au moins trois. D'abord, il y a l'expression de M. Barnum, a sucker is born every minute. Vous pouvez traduire, s'il vous plaît, en français. C'est-à-dire, il y a un acheteur, un acheteur est né chaque minute. Bon, avec le marketing, et après avoir inondé les États-Unis, il y a le monde entier pour eux. Et il y a toujours un nouveau marché à ouvrir. L'euro, qui prenait de la valeur un peu partout dans le monde, était une menace pour la monnaie américaine qui veut rester la monnaie universelle de commerce. Et partout dans le monde aujourd'hui, vous pouvez, plus que la monnaie locale, de leur nation nationale, vous pouvez acheter avec le dollar. L'euro commençait à avoir un peu de pouvoir, mais ils ne veulent pas. Voilà. Et les États-Unis, donc, ils ont l'avantage d'une monnaie universelle, donc ils peuvent imprimer autant qu'ils veulent. Bien sûr, il doit y avoir une limite quelque part. Deuxièmement, il y a la guerre. Alors, si les choses vont vraiment très mal, ils font éclater une guerre quelque part. Joyeuse perspective. Donc, les Japonais, s'il vous plaît. J'étais au Japon dans les années 70, j'étais témoin du développement du Japon d'un pays pauvre qu'on considérait le troisième monde jusqu'au deuxième pouvoir économique. Et c'est un peuple qui a traversé une situation de pauvreté après-guerre à une richesse étant deuxième économie mondiale dans 30 ans. Alors, en 1970, le yen, le dollar valait 370, même 400, à un certain moment 400 yens. C'est un peuple qui est très stoïque aussi. Donc, c'est un peuple qui est très solide, sauf que les choses changent, monsieur. Oui. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez vu cette statistique qui était quand même assez hallucinante, c'est qu'il s'est vendu cette année plus de couches pour les vieux que de couches pour les enfants. D'accord? Donc, vous êtes dans un pays, au Japon, qui est un pays qui vieillit. Et qui vieillit et qui, quand vous êtes endetté au point où ils sont endettés, quand vous avez des Japonais qui vont commencer à taper dans leur épargne pour pouvoir consommer, puisqu'ils sont vieux, et donc ils ne se prennent plus de salaire, et donc il y a un moment où ça coince. Il y a un moment où malheureusement ça coince parce qu'il faut émettre de plus en plus de billes pour pouvoir soutenir le rythme des 250, 260, 270, 280, 300, et que pour ça, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui les achète. Or aujourd'hui, ça, pendant 20 ans, c'est vrai, pendant 20 ans, c'est les Japonais eux-mêmes qui les ont achetés. Sauf que là, pas de bol, ils ont plus de sous. Donc ça va être compliqué. Revenons à nos propres problèmes de l'Europe. On a fait, comme vous avez dit très justement, vous avez fait une analyse vraiment très, très correcte de toute la situation. Personne n'a parlé comme vous. Depuis des années, on voit tout se dégringoler. L'Europe, comme vous avez dit, il faut garder la qualité des produits européens pour pouvoir conquérir des marchés. Parce que ce n'est pas en baissant les prix qu'on va arriver à la compétitivité. Voilà. C'est ce. Je sais pas. Enfin, voilà. Merci. Oui, s'il vous plaît. Attendez, on va faire passer le micro. Au fond. Quel fond? Ici. Oui. On a abordé tout à l'heure, vous avez abordé l'hypothèse du défaut de paiement. On a aussi parlé du livret A. Donc, dans cette hypothèse du défaut de paiement, j'ai de l'argent sur mon livret A, donc il disparaît. Qu'est-ce qui se passe avec l'argent que j'ai déposé chez mon courtier FXCM?
ça me fait toujours sourire, c'est quand les clients viennent me voir et disent est-ce que vous êtes bien agrément banque française là, parce que les 100 000 au cas où il y a un choc c'est garanti. Le jour où ce sera la fin pour tout le monde. Hein. On a beau être leader mondial du Forex, voilà. Alors après, la seule différence qu'il peut y avoir, on va dire, entre Olivier et moi, c'est que moi j'espère que ça va pas être la fin du monde trop tôt parce que, bon, je suis un petit peu plus jeune. Je suis pas encore à la retraite. Non, c'était bien. Non, mais oui, concrètement, oui, le jour où il n'y a plus d'argent et toutes les, le système implose. Il n'y a plus de système capitaliste et on met tout à plat. Voilà. Ceci dit, à propos du livret A, petite nota bene, c'est pas un hasard si on a remonté les plafonds. Hein. Sachant qu'en 2013, nous serons le pays européen qui émettront quasiment le plus d'obligues, que le Trésor a besoin de sortir le plus d'obligues de tous les pays européens, il fallait bien quelqu'un pour les acheter. Donc on a trouvé, les Français adorent le livret A, donc on a remonté les plafonds, ils vont se précipiter dedans, et comme ça on aura réglé le problème de nos petites OAT qu'on est obligé d'émettre pour 2013. Ils ont augmenté la rémunération quand même, ça devient attractif. Hein. Ah oui, hein, c'est passé de combien? c'est du Madoff, c'est-à-dire qu'on vous paye avec votre capital, ça va bien se passer. D'autres questions? Sur le plan économique ou des interprétations, c'est une théorie un peu différente de la vôtre. Si on remonte un petit peu en arrière, enfin, disons après la guerre, disons de 39-45, ou même après la chute, disons, du système communiste, en fait, on a entamé une énorme développement de la croissance, partagée non seulement par les pays européens, ou en tout cas développé à l'époque, mais qui a touché à la fois les zones qui étaient antérieurement contraintes par des sources de dictature, et également atteintes par une pauvreté endémique. Alors si on inclut ça dans l'Europe, on dit, bon, l'Espagne, la Grèce, enfin tous les pays qu'on juge actuellement qui se sont mis en difficulté. Mais en définitive, l'accroissement de richesse et de niveau de vie de tous ces gens-là a été permis justement par ce phénomène d'extension des richesses et de mondialisation. Alors, au jour d'aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui se passe, enfin, semble se passer, c'est qu'on demande à ces pays-là, qui ont vécu effectivement sur le crédit et qui sont développés sur le crédit, de rembourser le crédit qui leur a été accordé de façon, disons, je ne dis pas cachée, mais enfin, de façon induite, de le rembourser et de finalement retourner à la situation où ils étaient il y a 20 ans. Alors, pour les États-Unis et le reste du monde, je pense que c'est un peu la même chose. Donc peut-être que la solution est de remettre à plat les choses dans la mesure où on détermine finalement l'augmentation de richesse réelle depuis que le mouvement s'est développé. Et deuxièmement, qu'on essaye par une espèce de New Deal général d'éliminer le surplus qui correspond finalement à des dettes qui sont en fait des créances illusoires. Voilà, c'est un peu la question que je pose. Est-ce qu'il y a des tendances dans les sphères de décision gouvernementale et internationale qui prendraient ce type d'action pour, au fond, écrémer tout ce qui est dans ces dettes-là, le résultat d'une erreur globale et historique. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez effacer une partie de la dette, c'est ça? La partie de la dette qui ne correspond pas à la création de richesse depuis que... D'accord, donc en fait on efface votre livret A, une partie. Une partie, oui. Ouais. Oui, oui. Je suis sûr que vous allez être content.
Pourquoi pas Ça va relancer la croissance. Certainement. Vous aviez 100, vous avez plus que 50, ça relance la croissance. Oui, mais après, il reste les appareils de production, il reste les consommateurs, il reste les Non, niveaux de vie. non, il ne reste plus de consommateurs. Non, non, il ne reste plus de consommateurs. Ah ben, Parce que vous avez ruiné l'épargnant. Non, non, mais c'est les États qui sont ruinés. Ah non, non, c'est pas les États, monsieur. C'est pas les États qui ont un livret A, c'est vous. Oui, On est peut-être, mais d'accord. c'est pas besoin de pensionner mon livret A. Hein, Ah non, le vôtre, surtout pas. Non, mais- Le mien non plus. Ah, si c'est celui du copain à côté, je m'en fous. Mais si vous regardez le phénomène des emprunts russes, hein, ou de toutes ces périodes de l'histoire où l'inflation, hyperinflation de l'Allemagne, disons, avant la guerre, qu'est-ce qu'on a fait? Mais si ça vient du Ben, les Russes, en effet, ils ont effacé une partie de leur dette. voilà, si ça Ouais, vient sauf de... que c'était nous qui l'avions détruit, donc on n'a pas rigolé. Oui, peut-être. Mais enfin, je vous dis, il y a peut-être un moyen d'étudier un genre de deal dans ce domaine-là qui permettrait de dégager d'abord beaucoup de soucis, et puis ensuite une Non, mais je vous ai dit situation qui est complètement Je vous ai dit tout improductive. à l'heure qu'il y avait une solution qui était le défaut de paiement. C'est exactement ce que vous dites. Parce qu'on efface une partie de la dette. Sauf que ça a des conséquences. Oui, d'accord. C'est-à-dire que d'abord, quand vous allez voir les gens de votre pays qui ont acheté votre dette, vous leur dites je ne vous rembourse pas, ça peut les énerver. Mais comme si ça, hein. c'est un défaut Mais de quand paiement, vous allez voir le chinois, ou quand vous allez voir les pays du Golfe, ou quand vous allez voir les autres pays européens et que vous leur dites je ne vais pas vous rembourser, ça peut les énerver aussi. peut-être, Voilà. peut-être, mais Donc, si vous mettez ça... si vous voulez la croissance derrière, je pense qu'on va avoir du mal à l'avoir tout de suite. Non, je pense On que risque monsieur- plutôt de se prendre une grande Non, claque. monsieur nous parle d'une cohésion mondiale où on est tous copains. D'accord. Voilà. Oui, parce que- C'est inconcevable. Moi, je C'est reviens, inconcevable. peut-être, mais je reviens à ce que vous disiez, c'est-à-dire que si on ne réagit pas, et il y a des périodes de l'histoire où ça s'est passé de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu assez de courage pour regarder les choses en face, et bien ça a quand même amené à des catastrophes, et peut-être bien pire, hein, que celle qui serait de perdre C'est pas autre de chose. l'argent illusoire. On ne dit pas autre chose, c'est qu'il va y avoir une catastrophe. Parce qu'il est rare, enfin je ne pense pas dans l'histoire qu'on l'ait vu, il est rare qu'à froid, les politiques se réunissent tous autour d'une table et trouvent quelque chose d'intelligent à dire. Oui. C'est rare. C'est vrai En qu'on- général, ils ont des intérêts divergents et ça se passe plutôt mal. Oui, mais on revient à la théorie d'Einstein, hein, donc laissons la bêtise faire. Question. Attendez, chacun son tour. Ben, la solution argentine, c'est pas sans douleur non plus. C'est-à-dire que quand on va vous fermer la Société Générale et la BNP et vous ferez la queue devant pour avoir 10 euros, je suis pas sûr que ça vous fasse rire non plus. Oui, j'avais une question, justement ça tombe bien, j'avais une question concernant les pays de l'Amérique latine, c'est quand même un continent, je n'en entends jamais parler. Il y a quand même des ressources en pétrole énormes, notamment au Brésil, et ils ont quand même des ressources, il me semble, des ressources minières, et je n'entends jamais, je ne connais même pas leur monnaie. Oui, non mais c'est simplement parce que je pense que vous ne pouvez pas imaginer, vous avez aujourd'hui les États-Unis qui sont en panne, le Japon qui est en panne, la Chine qui est en passe d'être en panne, qui a une bulle immobilière épouvantable, qui a des créances pourries dans toutes les banques, qui est en train de ralentir beaucoup plus fort qu'on ne le dit. Hein. Je vous rappelle qu'ils ont, enfin, même s'ils ont trouvé la pierre philosophale, puisque ils arrivent à faire de la croissance sans consommer d'énergie en plus, ce qui est quand même assez formidable. Donc on peut remettre en doute leur 7,5% de croissance. Vous êtes aujourd'hui en récession en Chine. Donc à partir de ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez 80 à 85% du PIB mondial qui est en récession. Alors le Brésil a beau peut-être tirer, ça ne va pas être facile. Ils ont quand même un gros poids derrière. Il ne faut pas oublier qui achète. Tous ces pays-là produisent, exportent, sortent, mais il faudra des acheteurs en face. Moi j'ai une petite question de novice. Voilà, vous nous avez parlé de la crise, de l'inflation et bon, du QE illimité, que les entreprises ne peuvent plus vendre, quoi, personne pour acheter. Donc
Alors, je me demande, avec la crise, les mentalités changent. Est-ce que ça ne va pas nous diriger vers une déflation? Mais c'est ça le problème, c'est que ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous avez une augmentation de la masse monétaire. Alors certains appellent ça de l'inflation, c'est de l'inflation monétaire. En revanche, les entreprises sont gérées de telle façon aujourd'hui que vous avez un mouvement qui est très déflationniste. Pourquoi? Parce qu'on baisse les coûts. Pour baisser les coûts, on vire les gens. Donc c'est une politique qui est déflationniste. Et si on en arrive à l'effacement de la dette, comme le disait monsieur, ou à partiel, c'est de la déflation. Quand vous avez une dette de 100 et que vous dites j'en efface 50, vous avez détruit 50% de la masse monétaire. Hein? Donc je vous rappelle que dans M2, il y a les créances, il y a les obliges. Donc vous avez détruit de la masse monétaire. Si vous détruisez de la masse monétaire, c'est déflationniste, par définition. Mais ça ne... Je veux dire, c'est pas une solution en soi. En fait, aujourd'hui, il suffirait qu'on annule énormément de dettes d'État, d'entreprises, de privés, et que ça se passe bien, qu'on se mette tous d'accord, voilà, et que potentiellement ça se passe bien. Le seul problème, c'est la nature humaine à être focalisée sur soi-même et à vouloir défendre son bout de gras. Et c'est cette même nature humaine qui a accéléré la crise, son développement ces 10 dernières années. Donc le problème, c'est nous. Le problème en général, c'est l'autre plutôt. Mais bon. On a terminé avec cette session questions-réponses. On va maintenant rebifurquer sur du trading. On a fait de la macroéconomie. Merci beaucoup, Olivier Delamarche, d'avoir été présent avec nous. On va pouvoir continuer le programme avec une partie sur l'approche psychologique. Donc, voilà, on a notre prochain orateur, Jonathan. Est-ce que